Le 9 juillet 2026, Oracle perd un cran de crédit pendant qu'Amazon cherche 25 milliards de dollars sur le marché obligataire. À l'autre bout de la chaîne, les centres de données avalent des puces qui ne savent pas encore payer leur propre électricité. Épisode Carlota Pérez. Faut-il un crack pour sauver l'IA? Chapitre 1. Le prix avant l'usage. La machine accélère, mais la facture arrive avant le client. En juillet 2026, le contraste tient dans deux portes qui se ferment presque au même moment. D'un côté, OpenAI repousse son introduction en bourse à 2027 selon Abundantist et Claritix, dans un marché devenu plus instable. De l'autre, l'infrastructure IA continue d'exiger des sommes dont le rendement reste difficile à établir publiquement. Le sujet n'est donc pas de savoir si l'intelligence artificielle est utile. Il est de comprendre qui finance aujourd'hui des actifs très chers et qui devra les rentabiliser demain. Selon Bloomberg, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Oracle ont accumulé 350 milliards de dollars de dettes obligataires sur 5 ans pour financer leurs dépenses d'investissement liées à l'IA. Bloomberg indique aussi que leurs frais d'intérêt annuels ont dépassé 10 milliards de dollars, plus du double de leur niveau antérieur. Ces montants ne prouvent ni une bulle ni son éclatement. Ils révèlent une asymétrie. Le coût est immédiat, tandis que les flux de trésorerie supposés arriveront plus tard. Le 9 juillet, S&P a abaissé la note d'Oracle au plus bas niveau de la catégorie investissement, d'après Bloomberg. La même source rapporte un accueil inhabituellement prudent pour l'émission obligataire de 25 milliards de dollars d'Amazon. On voit alors la scène réelle. Un bâtiment sans fenêtres, des rangées de baies, du cuivre, des transformateurs et des serveurs refroidis à grand bruit. La promesse logicielle est légère à l'écran, mais son socle est une usine financée à crédit. Cette pression n'est pas une concurrence frontale entre assistants, c'est une compression par l'amont. Fabricants de puces, énergéticiens, constructeurs et prêteurs peuvent capter leur part avant que l'éditeur d'IA n'ait trouvé un prix durable pour son service. Vijay Pandey, investisseur du fonds de capital risque VZ, a même dit à Business Insider souhaiter un crack de l'IA, en s'appuyant sur les travaux de Carlota Pérez. Sa provocation mérite mieux qu'un slogan. Pourquoi une destruction financière pourrait-elle aider une technologie dont l'infrastructure vient juste d'être construite? Chapitre 2. L'infrastructure doit changer demain. Une dette n'est pas seulement un financement. Elle décide qui peut attendre. Le cœur du mécanisme est là. Un grand groupe peut tolérer des années de dépenses grâce à son bilan, à ses revenus installés et à son accès fluide au marché obligataire. Une jeune société dépendante de location de calcul paie, elle, au prix du jour. Voilà la différence entre posséder une centrale et acheter chaque kilowattheure au compteur. Carlota Pérez décrit les grandes vagues technologiques comme une séquence, une période d'installation marquée par l'investissement et la spéculation, puis une phase de déploiement plus large après un réajustement institutionnel et financier. Son cadre ne dit pas qu'un crack est souhaitable pour les salariés, les sous-traitants ou les épargnants qui en supporteraient le coût. Il dit qu'une technologie ne se diffuse pas seulement parce qu'elle est impressionnante. Elle se diffuse lorsque son coût, son financement et ses règles deviennent compatibles avec des usages ordinaires. Le précédent du rail aide à voir la mécanique sans la transformer en prophétie. Les voies posées dans l'excès n'ont pas toutes produit les revenus imaginés par leurs financeurs. Mais une fois les actifs dévalorisés et les opérateurs restructurés, le transport est devenu plus accessible à d'autres activités. Ce ne sont pas les faillites qui créent magiquement la valeur, c'est le passage d'un prix construit pour la spéculation à un coût que l'usage peut absorber. La nuance importe. Les réseaux ne se diffusent pas par la seule baisse du prix des actifs. Il faut aussi des règles d'accès, des normes partagées et des organisations capables de transformer une capacité technique en service fiable. Pérez appelle cette bascule un changement de bon sens économique. Les investisseurs cessent de payer l'expansion à n'importe quel prix, tandis que les utilisateurs exigent un rendement concret. Dans l'IA, ce rendement ne se mesure pas dans le nombre de démonstrations admirées lors d'un salon. Il se voit quand un budget opérationnel, une équipe métier et une facture informatique tiennent ensemble sur plusieurs exercices. Pour l'IA, l'actif à regarder n'est pas seulement le modèle, c'est la capacité de calcul avec son alimentation électrique et ses réseaux dont il faut absorber l'amortissement. Quand le capital se raréfie, les projets les moins convaincants perdent leur financement. A l'inverse, des capacités déjà construites qui changent de propriétaire à un prix moindre permettent à des entreprises incapables de financer un centre de données de tester enfin des cas d'usage rentables. La question décisive n'est donc pas « le marché aime-t-il l'IA ?» Elle est « à quel coût un hôpital, un industriel ou un éditeur peut-il acheter du calcul assez longtemps pour transformer son processus de travail ?» Chapitre 3. Après la casse, l'accès. Le matériel peut rester debout quand la croyance qu'il a payé s'effondre.
Cory Doctorow pousse cette intuition dans son essai The Reverse Centaur's Guide to Life After AI, publié en juillet 2026. Il imagine qu'un retournement financier ferait baisser le coût des puces graphiques et desserverait l'emprise des grandes plateformes sur les ressources de calcul. C'est une hypothèse, pas un calendrier. Son intérêt est de déplacer le regard. Le problème d'une IA ouverte n'est pas seulement le code, c'est la possession des machines qui permettent de l'entraîner et de l'exécuter. L'image du centaure inversé éclaire ce partage du travail. Le dirigeant paraît tenir les rênes, mais il dépend d'un système automatisé opaque, coûteux et imposé par son fournisseur. Lorsque le calcul est rare, le client adapte son produit aux contraintes du fournisseur. Lorsque le calcul devient abondant et moins cher, il peut remettre le modèle à sa place, un composant parmi d'autres, au service d'un processus métier. C'est ici que se joue la différence entre une démonstration et une économie. Un modèle accessible par interface de programmation se commoditise plus vite que le travail qui l'accompagne. La donnée ne défend une position que lorsque l'usage la régénère, tandis que la distribution réduit le coût d'adoption. Le verrou le plus robuste reste le workflow, le déroulé complet d'une tâche où l'IA peut enlever une étape, réduire une erreur ou raccourcir un délai. Dans un atelier de maintenance, une caméra repère une pièce usée, un technicien valide l'alerte, puis le logiciel prépare la commande et garde la trace de l'intervention. Le gain ne réside pas dans la beauté de la réponse du modèle, mais dans une minute évitée, une panne prévenue ou une pièce disponible. Le système doit toutefois fonctionner dans la poussière, avec des références de pièces imparfaites et un responsable qui doit pouvoir contester l'alerte. Voilà pourquoi la baisse du coût des puces ne suffit pas. Il faut encore intégrer l'outil au logiciel de stock, donner une responsabilité claire à l'opérateur et conserver une trace utilisable lors d'un contrôle. C'est ce travail lent qui transforme une baisse de coût en marge durable. Si la capacité de traitement baisse de prix, cet atelier peut intégrer l'outil sans céder toute sa marge à celui qui loue les puces. Il peut aussi choisir un fournisseur plus spécialisé ou faire exécuter une tâche locale quand la confidentialité l'exige. Le rapport de force se déplace alors. Le prestataire de modèle doit prouver qu'il apporte plus qu'une réponse correcte. Il doit s'insérer dans un geste qui existe déjà. Qui possède alors la relation, la donnée qui revient et le geste final du technicien ? Chapitre 4. Lire la baisse sans l'adorer. L'orage financier ne distribue pas les bénéfices avec justice. Il serait dangereux de romantiser la chute des prix. Une crise de crédit peut interrompre des programmes, licencier des équipes et concentrer encore davantage le marché entre les mains des acteurs dont les bilans résistent. Elle peut aussi tarir le financement d'entreprises qui construisent des outils utiles mais n'ont pas encore atteint une taille suffisante. C'est la limite morale et économique de l'analogie historique. Un actif peut être bradé alors que les compétences dispersées par des licenciements ne se rachètent pas aussi facilement. Une politique publique lucide ne cherche donc pas le krach. Elle prépare les conditions qui empêchent le gâchis. Accès à l'énergie, portabilité des données, marché public ouvert et règles de concurrence applicables aux infrastructures. Les fournisseurs dominants peuvent même acheter à bas prix les capacités de concurrents fragilisés, puis conserver le contrôle des contrats d'énergie et des emplacements déjà raccordés. C'est le scénario inverse de la démocratisation. Le prix des machines baisse, mais l'accès reste filtré par ceux qui possèdent les terrains, les connexions électriques et la relation commerciale. Par ailleurs, une alliance se défait par courrier, alors qu'une intégration de données, de contrats d'énergie et de compétences accumule un coût de sortie bien plus lourd. La grille de Pérez sert précisément à éviter deux erreurs symétriques. La première consiste à confondre la hausse des valorisations avec une preuve de valeur industrielle. La seconde consiste à prendre une baisse des prix pour une démocratisation automatique. Entre les deux, il faut suivre la propriété des actifs et le pouvoir de négociation. Pour un décideur, le test tient dans une feuille de calcul ouverte à côté du produit. Cette feuille distingue le coût assumé par le fournisseur de celui qui sera refacturé quand les subventions commerciales disparaîtront. Elle relie aussi ce coût à un usage récurrent plutôt qu'à une simple démonstration. Enfin, le temps nécessaire pour migrer données et processus mesure le coût du divorce. Cette lecture révèle la dépendance mieux qu'une présentation brillante. Les signaux de juillet 2026 ne permettent pas de dater un effondrement, ni même d'affirmer qu'il se produira. Ils montrent un financement devenu plus exigeant au moment où la dépense physique augmente. La bonne vigilance n'est pas de parier sur la panique. C'est de séparer la machine, qui peut conserver une utilité, du montage financier, qui peut perdre sa justification. Revenons aux portes du début, celle du marché obligataire et celle du centre de données. Si la croyance financière se referme, les serveurs ne disparaissent pas avec elle. Ils changent de prix, de propriétaire et parfois d'usage. La grille à emporter tient dans un mouvement. Suivre l'actif rare jusqu'au payeur réel, puis mesurer le coût du divorce. Si ce mouvement change, la technologie entre dans une nouvelle phase. Si le crédit se resserre, regardez les machines qui restent et les mains qui peuvent les employer. C'est là que l'IA cesse d'être une promesse de marché et devient un outil de travail.